Bienvenue à Info TV Laval. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Donc, cette semaine, un show très bien rempli, les amis, avec Rose Joly-Robillard, écrivaine qui vient nous parler de son tout nouveau roman Meurtre à l'école Sainte-Marie. Oh, très fascinant. Par la suite, on a Nicolas Vincent Poirier qui vient nous parler de La pendule d'Halloween 2018, un nouveau film à l'affiche avec Jack Black, entre autres. On a Hélène Lefebvre qui a un livre sur la spiritualité, la guérison spirituelle. Nous avons Catherine Girard ainsi que Émilie Faubert-Raymond qui vient nous parler de Mon ado au secondaire. Mon ado au secondaire, c'est carrément comment aider des jeunes à passer du primaire au secondaire. Il y a beaucoup d'anxiété, on va en parler. On a nos globetrotters Lydia et Sébastien qui viennent nous parler de leur nouvel extrait, de qu'est-ce qui se passe avec eux, où est-ce qu'ils s'en vont dans le monde, ainsi qu'une prestation de la nouvelle chanson Il paraît. Nous avons Jean-Jacques Lapierre, Monsieur Lapierre cette semaine avec son invité Diane Cloutier qui nous parle de son parcours. Et nous avons l'inimitable Alex Hadou qui nous parle d'immobilier, les frais d'achat pour la première maison. Vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1, on se la fait. Alors aujourd'hui, on est avec Catherine Girard et Émilie Faubert-Raymond du projet monadoausecondaire.com. Donc, bienvenue les filles. Merci. Vous avez un événement qui va se passer le 12 octobre prochain à l'école Mont-la-Salle. C'est gratuit, les familles sont invitées, mais on est curieux à savoir quel est ce projet? C'est quoi votre mission exactement? Donc, Mon ado secondaire, c'est pour aider la transition des enfants vers du primaire jusqu'au secondaire. C'est bien ça? Oui. En fait, c'est du primaire jusqu'au secondaire, mais de l'enfance à l'adolescence aussi, dans tout le continuum de la persévérance scolaire et réussite éducative. OK. Et puis, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que là, ça sonne gros, là. Vous l'apportez comme ça. Puis, dans l'étape d'un ado, si je me rappelle, quand j'avais 12-13 ans, puis j'ai fait le switch du secondaire au primaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, là. Primaire au secondaire. Oui, du primaire au secondaire, c'est ça que j'ai dit, non? C'est pas grave. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est ça. Si on se remet dans le bain, on a l'effervescence des hormones et l'entourage, et puis changer d'école, changer de niveau. Il y a comme une anxiété qui s'installe, non? Oui. En fait, depuis déjà 2007, on crée un événement à Laval qui est régional. Donc, ça englobe vraiment tous les quartiers lavallois, où on invite les familles à venir parler un peu de cette grosse bébite-là qui est l'adolescence. Oui. Donc, déjà au début, on demande aux parents de s'inscrire à cette soirée-là. C'est totalement gratuit, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Puis, ils vont être invités à venir, dans un premier temps, partager un petit buffet entre parents. On fait un peu de réseautage, on parle. Il y a des kiosques aussi de tous les partenaires et organismes qui sont là au début de la soirée. Parfait. Les parents peuvent aller un peu regarder par rapport à leurs besoins, quel kiosque ou organisme pourrait répondre à leurs besoins. Donc, ensuite de ça, ils sont invités à faire une conférence d'ouverture où est-ce qu'on va parler de l'adolescence, mais de façon globale. OK. On va passer au travers des grands termes, là. Oui, exactement. Puis, pendant ce temps-là, les enfants de 11 à 13 ans seulement sont en atelier du côté des enfants, donc au sol du Mont-la-Salle. OK. Puis, pendant ce temps-là, on fait beaucoup d'activités aussi avec les jeunes, mais on va parler, par exemple, de plus les influences des pères, les saines habitudes de vie, comme par exemple une boîte à lunch saine, l'habillement, que ce soit tout ce qui englobe l'adolescence, mais quand il commence. Ouais. Puis, ensuite de ça, on a des ateliers pour parents après la grande conférence. Parfait. Puis là, ils ont le choix de 2 ateliers sur 5. OK. Puis, tu m'aideras pour les ateliers, mais on a la gestion de l'anxiété. On a, ça, c'est un gros thème. Hein? Oui, et puis l'anxiété, c'est souvent déguisé, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, qu'est-ce qu'il y a l'ado aujourd'hui? Ah, il est peut-être pas dans son assiette sur un couple de jours, mais peut-être quelque chose qui se trame de plus, là. Exactement. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour, justement, cerner nos besoins? Tu sais, au départ, là, avant d'aller dans tous les ateliers, là, tu te dis, oh, on va aller voir les exposants. Comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute de son ado? Des fois, c'est une période où est-ce que la connexion parent-enfant cède place à une connexion nouvelle adulte, à adulte. Donc, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait diagnostiquer juste comme ça?
Quel genre de besoin est-ce qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas cerné encore? Bien, c'est sûr que la conférence d'ouverture va mettre un petit peu la table sur tous les éléments de transformation que le jeune va vivre, dans le fond, au cours des prochains mois ou de son entrée au secondaire. Puis, en allant faire un tour sur le site web préalablement à la soirée. monadoausecondaire.com. Voilà. Mais il y a une description de toutes les conférences auxquelles les parents sont invités à assister. Donc, ils pourront cibler un petit peu plus leurs besoins, puis poser les questions là, aux conférenciers qu'ils choisissent. Il y a, comme Catherine disait, gestion du stress et des émotions, consommation, drogue et alcool, comment, dans le fond, quoi faire comme parent si on est confronté comment le voir à ça, aussi. comment le voir aussi. Oui. Faire un petit bout de chemin. Je pense qu'on a tous été adolescents aussi, On une fois dans notre jeunesse. Techniquement, dans techniquement. notre vie. Moi, je suis passée par-dessus ça. Non, non. Je suis encore dedans. Il y a justement drogue et alcool, socialisation aussi à l'adolescence, la gestion des réseaux sociaux. Puis, Ça, c'est un gros volet. Ça, c'est hein? un gros volet Ça prend aussi. plus en plus de place, là. Oui, puis il y a aussi tout le rôle parental dans l'accompagnement du jeune. Là. Donc, c'est tous des sujets qui pourront être traités, OK. auxquels les parents pourront se préparer, là, dans le fond, quelques questions. Et puis, là, il faut mentionner, c'est un projet et non un organisme. Donc, c'est ça que vous m'expliquez. Vous êtes Ouais. comme un paquet de ressources qui se sont mis ensemble, qui se sont dit, hey, on a un besoin ici qu'on aurait besoin de cerner, là. Puis je pense qu'il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, racontez-nous les débuts. Et parce que ça fait quand même la 11e édition qui va se tenir cette année. Donc, depuis plus d'une décennie. Comment ça fonctionne? Donc, vous êtes du bon monde qui ont dit, nous autres, on se met ensemble, puis il faut qu'on fasse la bonne affaire. En fait, le projet Mon ado au secondaire découle de la table régionale École Pivot. En fait, c'est son bébé à cette table-là. C'est une table où est-ce qu'il y a plusieurs organisations qui vont s'asseoir ensemble pour parler un peu des problématiques au niveau du lien entre l'école, la famille et la communauté. OK. Donc, on découle de ça, puis c'est un projet où il y a plusieurs partenaires, comme la commission scolaire de Laval est sur le comité, le CIS de Laval aussi est sur le comité. On a plusieurs regroupements comme Milieu en forme, Visaction, puis là, je vais en oublier plusieurs, mais... Mais tout est sur le site. Mais bref, c'est un amoncellement de gens qui ont décidé de faire la bonne chose. Comme toi dans la vie et toi dans la vie, c'est quoi vos postes respectifs? Juste pour vous donner une idée. Là. Bien, moi, en fait, je suis coordonnatrice de la Maison des jeunes du Marigot. OK. Puis, donc, c'est suite à cette participation que mon directeur m'a demandé d'assister que je suis devenue coordonnatrice du projet Mon ado au secondaire. OK. Et puis Puis pour moi, toi? je suis coordonnatrice d'un regroupement local de partenaires dans Sainte-Rose, Fabreville-Est, qui s'appelle Milieu en forme. Dans On les salue. oui. Oui, on a une trentaine de partenaires dans le secteur. Dans le fond, nous aussi, notre but, c'est de recenser tous les besoins de notre population en termes d'enfance et de famille. Donc, on agit 0-17 ans et famille. On met en place des actions, on aide, dans le fond, au développement puis aux saines habitudes de vie, au développement global, à changer les normes sociales. Puis par la bande, dans le fond, on a déjà financé Mon ado au secondaire depuis près de 5 ans. Là, on s'est retiré du financement, mais on continue à participer, là, puis à prendre part c'est ça, au comité organisateur. Il faut mentionner que Mon ado, oui, ça découle d'un comité régional, mais il y a une douzaine de partenaires qui sont impliqués, un petit peu plus de 12 partenaires qui sont impliqués là, durant toute l'année pour, oui, mettre en place la soirée, mais pour aussi tout développer le volet communication avec les parents en dehors de la soirée. Parce que la soirée, c'est un événement. Oui, tout au long de l'année, les gens mais qui Mon veulent ado, suivre... c'est beaucoup plus gros. Là. C'est beaucoup plus gros, ça. Donc, pour plus de détails, on invite les gens et les familles, surtout, le 12 octobre à l'école Mont-la-Salle. C'est complètement gratuit. Oui. Vous pouvez avoir un buffet. Mais tout au long de l'année, vous avez de l'information pour les gens qui se posent des questions, qui se demandent « Hey, mon ado, est-ce qu'il est sur la bonne piste? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire de plus? » Donc, on va au site monadosecondaire.com. Les filles, un gros merci. On se voit le 12 octobre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit Hélène Lefebvre, qui a écrit plusieurs livres, dont une saga historique. Le 11e tome va sortir cette année. Mais elle vient nous parler cette semaine d'un nouveau livre. Premièrement, bonjour Hélène. Bonjour, On va se tutoyer. Oui. Parfait, parce que c'est ça qu'on fait depuis tantôt. Donc, Hélène Lefebvre, tu as écrit plusieurs livres, une saga historique dont le nom est... Les Corbins de Dumontel. Donc, la 11e parution va paraître bien... En octobre prochain. C'est ça. Ça. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler d'un livre tout cher à toi parce que c'est tout nouveau, tout beau.
sorti cet été, les méthodes de guérison spirituelle. Donc là, tout de suite, là, on accroche un sujet qui est, pour moi, très intéressant et pour plusieurs gens à la maison aussi. Donc, première chose, toi, tu fais de la guérison spirituelle. Oui, je fais de la guérison spirituelle par visualisation. Donc, c'est toi qui fais la visualisation. Elle m'apparaît d'elle-même. Lorsqu'une personne me parle de sa maladie, une image m'apparaît. Je peux avoir les yeux ouverts, les yeux fermés ou la personne. Il y a quelque chose peut qui être se passe, partie. puis toi, tu sens quelque chose qui ne marche pas. Et puis, quand la vision apparaît, il faut qu'il y ait du rose alentour qui me crée comme une porte de sortie. OK. Parce qu'il y a un point noir qui doit s'évacuer par le rose. Il doit disparaître. Il vient gris après ça. Il faut que je le fasse passer du noir au gris au rose. Pour que ça soit guéri. Là, je sais que c'est guéri. Ça, c'est ton processus à l'interne, comment toi, tu le vois. Oui, c'est ça. Parfait. Mais ça apparaît comme ça. OK. Puis ça, tu m'expliquais tout à l'heure, c'était arrivé après... toi, tu as eu 3 passages tout près du couloir de la mort. Tu n'étais pas sentencé au couloir de la mort, mais vraiment, tu es passé 3 fois très près de la mort. Et puis, une de ces fois-là, que vraiment, ça a été tellement près... comme tu me disais, il s'est passé quelque chose. C'est là que tu as découvert que tu avais des dons de guérison. Donc, rapidement, comment c'est arrivé, ça? Premièrement, il est arrivé un passage près de la mort, tu avais une pneumonie, c'était très grave, c'était infecté, mauvaise médication. Bref, tu passes au seuil où est-ce que, tout à l'heure, tu me disais que, écoute, je franchissais pour soit aller de l'autre côté ou revenir. Tu sentais que tu as eu le besoin de revenir, tu t'es comme senti ramené. Et depuis, il s'est passé quelque chose. C'est ça. À ce moment-là, je me suis sentie lever le pied pour franchir une petite barrière. Elle n'était pas tellement haute. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Là. Ta perception, c'était ça. C'était pas très difficile. C'est ça. C'était pas difficile. J'ai levé le pied, puis à un moment donné, je me suis vue ramener par en arrière. C'était tout un brouillard. Je le raconte dans mon livre aussi. Parfait. Et puis, ce qui m'a amené à découvrir mon don de guérison, c'est j'appelle l'appel de la mort parce que c'est psychologique. Oui, ça laisse une marque. Je suis descendue jusqu'à... On me considérait plus. J'ai été rétrogradée au travail et puis tu étais en profonde dépression à cette époque-là? En profonde dépression parce que je sentais qu'on ne me voulait plus. OK. Ça, c'est au début des années 2000, ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est là que vraiment ton 3e passage par la mort le plus près. Puis quand tu es revenu, tu es en dépression, tu te sens plus désiré, tu sens que tu n'as plus ta place. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Je me disais, là, on ne me veut plus. Personne n'a confiance en moi. Je n'ai plus confiance en moi. Là, j'ai même perdu la parole. Tu parlais plus? Non, j'étais pas capable de dire... en fin de semaine, j'ai passé le... C'est quoi donc? Ah, mes amis disaient le ballet. J'ai dit, c'est ça, le ballet. Tu oubliais des mots, ça allait plus, là. C'est ça. Fait que j'ai été 2 ans sans parler, puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Ben oui. J'ai dit là, je me suis retournée vers en haut, j'ai dit là, destin ou... la vie, la personne l'univers. En haut, l'univers, le spirituel, guide-moi, donne-moi une place où aller. Fais-moi rencontrer des gens qui vont Est-ce que tu étais spirituelle avant ça? Est-ce que tu étais une personne très religieuse ou très spirituelle ou pas vraiment? Puis ça t'a comme affecté à partir de ce moment? Mon père était très religieux. OK, mais toi avant? Moi, j'ai été à la messe pas mal longtemps, jusqu'en 13-14 ans. Là. Parce que papa-maman t'amenait, mais... Non, parce que moi, j'aimais ça. D'accord. Puis par la suite, avant ton dernier passage près de la mort, est-ce que tu as découvert tes dons? Est-ce que tu étais une personne spirituellement active ou c'était comme monsieur, madame, tout le monde, tu vis ta vie puis on y pense pas trop? Bien, j'ai eu une période, j'ai rencontré une amie qui, elle, faisait de la visualisation par l'envoi des couleurs. D'accord. Alors, quand elle voulait changer les relations avec une personne de son entourage où ça allait pas bien, elle envoyait des couleurs, puis elle m'a montré comment faire. Okay. Ça fait longtemps, c'était en 85, 86. Tu as tout le temps eu un certain attrait à ce niveau-là. Oui. Et puis les dons se sont manifestés comment? Comme tu as découvert que tu avais, tu as fait pas l'incantation, mais l'appel, te demander, écoutez, aidez-moi, envoyez-moi un message, comme beaucoup de gens peuvent peut-être se sentir à ce moment. Là, les dons se sont découverts, puis là, tu as commencé à être capable de spontanément aider des gens, disons, à se remettre de situations médicales. J'ai commencé, l'envoi des couleurs, c'est facile. Tout le monde peut envoyer des couleurs par la visualisation. On peut aller dans notre cerveau, dans notre imaginaire, puis revêtir une personne d'une couleur qui va
comme vert. Moi, j'ai mis du vert aujourd'hui pour la joie D'accord. entre les amis. Alors, on peut visualiser une personne avec qui on s'entend moins bien pour l'habiller Faciliter en vert. le contact. Et puis, on voit comment elle reçoit la couleur verte. Et puis, elle reçoit ça. Si elle reçoit, puis elle se trouve bien, puis elle aime ça, on sait que le contact va être agréable par la suite avec cette personne-là. J'étais habituée à faire ça. Et puis, à un moment donné, je raconte dans le livre la première fois où j'ai dû faire appel à aller plus loin que ça. J'avais une voyante qui s'était invitée chez nous en me disant « Invite 5 amis, puis on va faire une séance chez vous. » D'accord. Alors, elle vient chez nous, puis à un moment donné, elle me parle, elle voit mon don de guérison que moi, je n'avais pas vu encore. Parce que moi, je envoyais des couleurs, oui, mais je n'avais pas été C'était le dans début, la là. Tu profondeur. essayais quelque chose, tu as C'est trouvé ça. un nouveau truc, ta chum puis là, tu sentais que ça fonctionnait. Puis elle a saisi quelque chose. Elle guérissait les gens, mais elle, au lieu de faire disparaître la maladie à l'extérieur, dans l'univers, elle l'assimilait. Oh. En l'assimilant, elle était en train de mourir. Et puis, elle mourait graduellement, puis elle me demandait De m'en l'aider. vas-tu vers la mort? Qu'est-ce que je fais? Mais moi, je n'étais pas habituée là, d'aller dans les corps, voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, à un moment donné, l'image m'est apparue. D'accord. Sans... Je ne sais pas si j'étais avec elle, si j'ai fermé les yeux, si on a fermé les yeux les deux, qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai vu une sphère ronde, noire, avec des pics beiges qui poussaient. Une forme de cancer. Non, c'était Non? son cerveau qui était brûlé, mais qui recommençait à pousser. Ah, boy. OK. Puis là, j'ai dit, là, les maladies, vous les envoyez dans l'univers, vous allez revivre parce que les pics commencent à pousser, puis la nouvelle vie s'en vient. Wow. Fait Écoute, que il était fort à propos de ça. ben, on invite les gens qui voudraient en savoir plus sur des méthodes de guérison en se procurant ton livre aux éditions de l'Apothéose. Donc, Hélène Lefebvre, un gros merci d'être passée à TV Laval. Et puis, ben, on invite les gens à te suivre sur l'adresse au bas de l'écran. Cette semaine, on accueille un nouveau chroniqueur pour Info TV Laval, Alex Hadou, agent immobilier. Salut Alex, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, super. Alors, cette saison, tu vas venir nous parler d'immobilier, bien sûr. Et puis, on va amorcer ça avec l'achat d'une première maison. C'est une étape très grande dans une vie. Et les gens, souvent, c'est nébuleux, ne savent pas nécessairement dans quoi ils s'embarquent. Toi, tu vas nous faire un portrait ce matin de à quoi s'attendre à l'achat d'une première maison. Donc, les frais, C'est bien ça. les exigences et les diverses étapes. Effectivement. Dans le fond, moi, ce que je vais vous expliquer, ça va être tous les différents frais pour acheter une propriété. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup. Là. Il y en a. Il y a beaucoup de gens effectivement. que récemment, dans les dernières années, ils ont acheté des maisons, c'était leur première, puis ça coûte plus cher qu'ils pensaient. Effectivement, il faut faire un bon budget, mais il ne faut pas se décourager non plus. Ben non. Mais quand on est rendu à faire un achat de maison, on est établi, on veut vraiment se C'est solidifier bien dans ça. l'avenir. là. C'est bien ça. OK, première étape. Là, première chose qu'il faut savoir, c'est combien on a, j'imagine, à Ben, disposer sur la la propriété. première étape, ce que je conseille, dans le fond, aux premiers acheteurs, c'est d'aller voir leur banquier ou Oui. leur courtier hypothécaire, de se faire préqualifier, avoir la valeur, dans le fond, de ce qu'ils pourraient emprunter. Oui, la valeur réelle, La leur valeur pouvoir réelle. d'achat Leur pouvoir réel. d'achat, c'est bien ça. Et puis, les calculs sont faits, évidemment, pour savoir, ben écoute, avec ce que vous rentrez comme sous, ce que vous avez C'est comme bien ça. investissement. Qu'est-ce que vous avez comme dette? Voilà. Tu sais, parce que ce qui est important, c'est la plupart du monde, ils commencent à magasiner des maisons, mais ils n'ont même pas une préapprobation. Ouais. Fait qu'arriver à l'offre d'achat, quand c'est accepté... Ça peut barrer. Oui, c'est ça. Ils envoient le dossier à la banque, puis là, finalement, ils ne passent pas. Fait qu'il y a eu plein de déceptions puis plein de temps perdu. Puis beaucoup de frais engagés Beaucoup de aussi. frais parce engagés que quand on met une offre d'achat, c'est un contrat légal. Là. C'est bien il, ça. il y a vraiment C'est bien ça. des avenants étirants qui peuvent vraiment nous mettre dans l'embarras. C'est bien ça. OK. Fait que ce qui est important, comme je disais, c'est aller voir son banquier, Ouais. se faire préapprouver. Ça, c'est la première étape. Parfait. La deuxième étape, très, très importante, je vous dirais, c'est de magasiner un bon courtier immobilier qui connaît le secteur où est-ce que vous voulez acheter. OK. Toi, tu es un courtier. Comment je fais pour savoir si je te rencontre la première fois, je vais acheter une maison, je suis avec mon copain, puis OK, Alex Hadou, comment je fais pour savoir qu'Alex est un bon courtier? Premièrement, je le connais, mais si on joue à l'avocat du diable, C'est bien ça. comment ça fonctionne? Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder le nombre de propriétés qui en vendent dans le secteur où est-ce que vous magasinez. Ce qui veut dire, si, mettons, il n'y a aucune propriété
à vendre dans le secteur, puis il s'improvise comme l'expert du secteur, posez-vous la question. C'est vraiment une question du secteur. Il faut Ben vraiment y aller avec un Définitivement. agent qui connaît le Qui connaît coin. le secteur où est-ce que vous voulez acheter. C'est super important. Ça a quoi comme avantage quand il connaît le secteur? Ben, c'est Qu'est-ce que ça me donne, moi, comme acheteuse Ben, ou comme vendeuse, que tu connaisses le voisinage? Bien, c'est parce qu'il va connaître les compétiteurs, il va connaître les prix des ventes, le nombre de pieds carrés, combien qui se vend. Tu sais, il va connaître son marché. C'est ça qui est important. Puis il va avoir quand même une notoriété dans le marché que quand il va arriver pour négocier avec le vendeur ou avec un autre courtier... Il est au courant de tout ce qui s'est passé dans le coin. Effectivement, c'est bien ça. D'accord. Puis, une autre façon d'identifier un bon courtier, là. Ben, je vous dis- Renommée, C'est ça, renommée. Référence. Référence, puis le nombre de propriétés qu'il y a à vendre. ouais. C'est super important. Si, mettons, il n'y a aucune propriété en vente, mais là, vous vous posez la question, comment ça que ce courtier-là, il n'y a aucune propriété? Ben C'est-tu oui. parce que personne n'y fait confiance? C'est-tu parce qu'il est Il nouveau? vient de débuter. Il vient de débuter? C'est-tu parce qu'il fait ça à temps partiel? C'est tous des points qu'il faut prendre en Qui sont considération. importants quand même parce Très, très que important. pour nous, c'est notre avenir. Pour un courtier, c'est une transaction, mais c'est important que cette transaction-là soit assurée par un professionnel Définitivement. donc qualifié et puis établi. Parfait. Par la suite, les prochaines étapes, ça ressemble à quoi? Là, on a été voir le banquier, on a déterminé qui serait notre allié au niveau de l'achat, notre courtier qui va nous aider à démêler tout ça. Après, on s'en va où avec ça? La troisième étape, dans le fond, c'est de choisir le secteur où est-ce que vous voulez magasiner votre maison. Pas trop s'éparpiller. Parce que si vous vous éparpillez, vous allez avoir trop de choix. Vous ne sauriez plus qu'est-ce que vous voulez. Tu sais, essayez, Ouais. moi, mon conseil, c'est de choisir un code postal dans un secteur précis, ciblé. Ouais. Puis c'est là que vous allez pouvoir faire vos recherches, dans le fond. Comme ma mère et ma grand-mère disaient, trop, c'est comme pas assez. C'est bien L'embarras ça. du choix, qu'on peut C'est dire, bien c'est ça. vraiment un embarras, puis surtout une grosse décision. Donc, vraiment cibler le secteur où est-ce qu'on voudrait s'établir. Cibler le là. secteur. Pas juste une maison, puis faire « Ah, c'est parfait », puis finalement se rendre compte qu'on est 3 heures de trafic à chaque jour. C'est bien ça, c'est fait super plus, là. important. Tu sais, cibler le secteur. Puis s'il y a une maison qui vous intéresse, je vous donne un petit exemple. Passez devant. Au Ouais. lieu d'aller la visiter, puis que vous, par la suite, mettons, vous perdez votre temps, vous perdez le temps du courtier, puis vous dites « Ah, j'aime pas le secteur ». Allez la visiter, passez devant, regardez l'environnement, regardez les écoles. Prendre y a-t-il le des pouls parcs? du coin. Prendre le pouls du coin. Voir, est-ce qu'on se voit vraiment dans le secteur bien ou c'est ça. vraiment juste la visite guidée qui fait « Wow, paf, C'est bien j'achète, ça. je tombe en amour », mais finalement, le quartier, ça le fait pas. Parce que ce qui est important aussi, le secteur va définir où est-ce que vous allez habiter. Oui, et le style de vie qui Et va le style avec de aussi. vie. OK, parfait. Ensuite, on a déterminé notre secteur, on sait grosso modo où est-ce qu'on s'en va. Après, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Après, décidez quel type de propriété que vous voulez. Est-ce que vous voulez un duplex? Est-ce que vous voulez un intergénérationnel? Est-ce que vous voulez un bungalow, un cottage? Définir vos besoins avec votre courtier immobilier, super important. Combien de chambres à coucher? Sous-sol fini? Sous-sol pas fini? Construction récente? Est-ce qu'on tient seulement compte du besoin actuel familial dans lequel on est ou tu recommanderais à plusieurs, hey, écoute, pour l'avenir, peut-être c'est un investissement plus rentable d'avoir un duplex ou un triplex pour quelques différences de prix ou de style de vie, mais ça pourrait être un effet de levier intéressant pour certaines personnes. C'est bien ça. C'est bien ça. Parfait. Moi, ce que je recommande, dans le fond, c'est de regarder la situation future et non la situation actuelle. Ouais. Je vous donne un exemple. Vous êtes une famille, vous avez 2 enfants en ce moment, vous planifiez pas avoir un 3e enfant. Bon, au lieu de prendre, mettons, un 3 chambres à coucher, essayez de viser un 4 chambres à coucher. On ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on achète un 3 chambres à coucher, finalement, on a un 3e enfant. Ah, il n'y a pas assez de chambres à coucher, on ne peut pas y faire un au sous-sol, on décide de vendre la maison. Oui, là, on s'embarque dans le cirque. un autre processus. Oui, une autre fois. Et puis, rapidement, si on parle de frais, les frais qu'il faut vraiment s'attendre, là, qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, il y a la fameuse taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, il y a les frais d'inspection. Ça, c'est primordial. Ça, c'est on ne veut pas primordial. acheter les problèmes de quelqu'un d'autre. C'est bien ça. Je vous recommande tout le temps de faire inspecter votre maison, Ouais. évidemment. Il y a aussi les frais, dans le fond, de la SCHL, Donc, la société... la Société canadienne hypothèque de logement. Parfait. Ce qui veut dire, ça, c'est une prime qui se rajoute, dans le fond, à votre hypothèque. Vous n'avez pas à débourser, mais ça se rajoute à votre hypothèque, tout D'accord. dépendant du montant que vous allez emprunter. Donc, ça, c'est variable C'est selon ce qu'on variable. achète. C'est bien ça. Et les frais de notaire.
Frais de notaire. Frais de notaire, on s'entend qu'on ne peut pas passer à côté. Il faut vraiment que tout soit notarié pour vraiment protéger les deux parties. Et si jamais il venait qu'à y avoir un litige ou quoi que ce soit, on a tous les éléments en place. C'est bien ça, effectivement. Parfait. Et puis, au niveau des exigences, là, on va acheter une maison. Là, grosso modo, les exigences ont changé depuis 2010. Rapidement, si on a 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut avoir, mis à part un emploi stable? Bien, un emploi stable, un bon crédit, je vous dirais, pas avoir de dette, déclarer assez à la fin de l'année, évidemment. Oui. Parce qu'en ce moment, ce qui se Travailleur passe- autonome, Travailleur des fois, autonome, des fois, ça peut accrocher, ça peut être Ouais. difficile. En ce moment, ce qu'il faut, c'est que je vous donne un... Ça s'appelle le test, dans le fond, de capacité, si vous passez. C'est que, mettons que le taux d'intérêt il est à 3,5 mais ils vont vous qualifier à 5,5 Juste pour avoir une marge juste pour avoir une tampon, marge. pour être certain C'est qu'on bien se mette ça. pas dans la Ça, c'est barre. les dernières exigences, dans le fond, du gouvernement Qui fédéral. vient juste d'être fait. Qui vient. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Alex Adou, Merci à agent toi. immobilier à Laval. Donc, vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez le rejoindre sur son site Internet au bas de l'écran. Et ben, on se revoit dans 2 semaines, Alex. Merci. Merci. Alors, on a des invités spéciaux cette semaine, Lydia et Sébastien. Vous connaissez les chansons forcément parce qu'on les entend à la radio. Premièrement, bonjour, ça va bien? Bonjour. On ne fera pas comme si on se connaît pas. Sébastien, c'est comme mon grand frère d'une différente mère et Lydia, c'est comme ma petite sœur adoptive. Donc, On vient du même quartier. Hein. on est du même quartier, Saint-François, represent, yo. Alors, Lydia et Sébastien, il y a 3 chansons, il y a comme 6 chansons que les gens entendent souvent à la radio. Une nouvelle qui s'appelle Il paraît, qui vient de sortir Ouais. il y a quelques semaines, qui commence à échelonner les palmarès assez rapidement. On a Pleure pas pour ça. Ben, en fait, Pleure pas. Ouais. Ouais, qui a été Ouais. enregistré à Saint-François en partie. c'est vrai, Ça a été ouais, enregistré ouais, en j'avais partie. C'était Outre-mer, vous avez enregistré, vous avez tendance à enregistrer pas mal un peu partout dans le monde parce qu'il faut aviser les gens, vous êtes des globetrotters. On entend vos chansons, mais ce qu'on veut dire, c'est que les beaux minois que vous voyez ici maintenant, c'est les interprètes de ces gentil, chansons. gentil. Mais oui, je suis Vraiment? têteuse, qu'est-ce que tu veux? Donc, à ce niveau-là, vous êtes au Québec de passage pour venir livrer, premièrement, le nouvel extrait, Il paraît. Oui, exactement. Vous êtes venu travailler sur un nouveau EP. Un EP, c'est comme un mini-album de 5 à 6 Ouais. chansons environ. Oui, exactement. Ouais. OK. Ça va sortir bientôt, je pense. Oui, ça va sortir dans 3 semaines exactement. 3 semaines à partir de la date de tournage, donc c'est probablement sur le point de sortir. Donc, à ce niveau-là, vous voyagez beaucoup, vous Ouais. êtes souvent à l'étranger. Pour avoir fait la moitié de la planète avec vous, je sais que vous n'êtes jamais à la maison. Donc, à ce niveau-là, il faut rappeler aux gens que ça fait quoi, 3 ans bientôt que le premier extrait est sorti? Quand t'es pas là est sorti en mai 2016 exactement. Donc, ça va faire 3 ans d'ici dans quelques mois. Mais départ fulgurant, parce que sans blague, cette chanson, on l'entend encore et encore. On débarque au magasin, chez le dentiste. Première chose que C'est j'entends, un virus, c'est un Lydia. virus. C'est un virus, c'est ça. C'est un virus. Et puis, ça se passe bien pour vous. Là, vous avez des bonnes nouvelles par rapport à le EP qui va sortir, qui est plus destiné au marché international. Oui, bien, destiné au marché plutôt francophone. Ouais. Oui, plus Francophone international. oui. On commence avec un EP. Ensuite, c'est sûr, on va sortir un album qui va suivre. Mais cet album-là, on voulait vraiment focusser sur le marché francophone. Donc, ça va vraiment être que des chansons en français dans le mini-album, dans le EP. Parfait. Ensuite, éventuellement, oui, c'est sûr, on aime écrire français et anglais. Donc, Ouais. éventuellement, il va y avoir un album aussi en anglais. Mais là, on se focus vraiment sur le francophone. Sur le francophone, parce que dans la dernière année, vous avez fait presque la moitié de la planète. On rappelle aux gens, vous êtes des musiciens, vous êtes des vrais troubadours. Donc, à ce niveau-là, la tradition du musicien qui se promène d'une ville à l'autre puis qui livre ses chansons, qui livre une performance, ben écoute, c'est ce que vous faites dans la vie. Et puis là, vous repartez pour une nouvelle aventure à Dubaï. Donc, Ouais. ça, c'est pas rien. Déjà que cette année, vous avez fait le Festival de Cannes, vous avez fait le Lions Festival. Donc, ça, c'est tous des gros festivals. Le Festival des films de Cannes, on ne peut plus gros, je crois. Et là, on revient à la source, on revient au Québec, on refait le plein, puis là, on repart pour Dubaï. Combien de temps vous allez partir là-bas? On va partir 4 mois. 4 mois, oui. Maintenant. Ouais.
ça va nous laisser beaucoup de temps pour écrire des chansons. écrire. Exactement. Puis on en profite beaucoup pour... on aime ça faire voyager les gens, tu sais, autant dans notre musique que dans nos vidéos. Les textes, ouais. Que dans les textes, ouais. Donc, on va en profiter en étant à Dubaï pour faire des vidéos. Donc, le nouvel extrait qui s'appelle « Il paraît on va le filmer là-bas. Oui, exactement. Parfait. Réseaux sociaux, donc facebook.com Lydia et Sébastien, Ouais. instagram.com Lydia et Sébastien. Et on suit l'aventure. On va aller voir une petite perfo. Oui, bien sûr. Vous nous faites « Il paraît », la nouvelle chanson. Oui, oui, oui. Il Avec paraît que plaisir. ça va être ça. Oui. Merci. À tout de suite. Les voiliers dansent dans ma tête, ta guitare chante à tue-tête, le reflet brille dans la nuit, j'aurais tant dit oui. L'invitation trop soudaine, moi j'ai si peur que tu ne reviennes, car ici je vis sous mon parapluie, à mourir d'ennui, à regarder les autres vies. Il paraît que les gens là-bas sont toujours courtois. Il paraît que le ciel est bleu même quand il pleut. Il paraît qu'on y vivrait bien mieux à deux. Il paraîtrait que tu y resteras. La mer danse elle aussi au rythme de la vie. Je plonge dans la nostalgie dès que je vois tes photographies. Même au crépuscule, les rires font éclaboussure. Les gens, les poètes, comme je me sens si bête. Il paraît que les gens là-bas sont toujours courtois. Il paraît que le ciel est bleu même quand il pleut. Il paraît qu'on y vivrait bien mieux à deux. Il paraîtrait que tu y resteras. Et si une femme en détresse te demande tendresse, est-ce que tu la reconduiras? Est-ce que tu résisteras à la prendre dans tes bras? Il paraît que les gens là-bas sont toujours courtois. Il paraît que le ciel est bleu même quand il pleut. Il paraît qu'on y vivrait bien mieux à deux. Il paraîtrait que tu y resteras. Il paraît que tu y resteras. Comme c'est la tradition, on a Nicolas Vincent Poirier qui vient nous parler de cinéma. Salut Vincent. Salut! Nicolas Vincent, Vince, Nick MVP, Vince. comme tu veux. MVP in the house, yeah. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler de la pendule d'Halloween 2018, ce qui s'annonce à être un chef-d'œuvre magistral. Pour ceux qui aiment ce genre de film-là, pour tous ceux qui ont aimé Harry Potter, et bon, c'est... Harry Potter, il y a pas mal de monde qui a aimé ça. Oui, s'entend. je n'en fais pas partie. Oh. Mais bon, écoute, ce film-là, ça ressemble un petit Harry Potter dans certains sens parce Ouais. que c'est l'histoire d'un jeune homme, il devient orphelin. Bon, et au lieu d'aller dans une école de magicien, il s'en va vivre chez son oncle qui est magicien.
Et dans sa grande maison, il découvre qu'il y a en quelque part dans les murs une horloge qui a le pouvoir de détruire le temps. Et je n'en dirai pas plus, mais bon, encore une fois... L'horloge maléfique, mesdames, messieurs. Une méchante horloge. Une poffine. C'est ça. Et ce film-là, c'est basé sur une série de romans. Le premier est écrit en 73 à propos de ce héros-là, Louis Barneveld, le jeune orphelin qui va vivre chez son oncle. Et ça, c'est le premier d'une série de 12 romans. Donc, je présume que le but espéré, c'est de faire une franchise avec ces romans-là. Parce que les films tirés d'une franchise de livres, il y en a quelques-uns, mais des livres d'enfants, ça a commencé, tu me racontais, avec Harry Potter. Harry Potter et Lord of the Rings en même temps. Dans la même époque, là. Même époque, au début des années 2000. Ouais. Et bon, ben justement, ça, on continue dans cette lignée-là. Et le moment où cette mode-là au cinéma va arrêter, c'est quand il va y avoir une série de flops, comme c'est le cas avec Comme c'est le cas la présentement. mode. C'est ça. Avec la mode de prendre des livres pour enfants et les en faire des films. Et le réalisateur de ce film-là, Eli Roth, c'est son premier film pour jeunes, parce que ce gars-là est connu pour les films l'horreur, d'horreur qu'il fait. Ben oui. Tu peux réduire, là, pas des trucs d'enfants. Oui, L'Auberge, le premier Ouais. en 2005, Oui. là, c'est assez hardcore. Un peu. Cabin Fever en 2002 aussi, c'était assez hardcore. Il y a un thème récurrent qu'on ne montre pas ça à des enfants de moins de 13 ans, disons. Exactement. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que Peter Jackson, celui qui a aidé à partir la mode des romans pour jeunes adaptés Avec au Lord of the cinéma, Rings. ben, pendant que Lord of the Rings était en train de tourner Lord of the Rings, il a fait arrêter le tournage à quelques reprises pour montrer aux gens Cabin Fever de Eli Roth, parce que lui, il trouvait ça incroyable comme film, puis que, wow, ça allait donc changer les choses. Parce que Peter Jackson, à la base, il a commencé avec l'horreur. Oui, c'est vrai. Dans les années 80, il avait fait quelques Bad films. Taste. Bad Taste, oh my God. Brain Dead. Brain Dead, ça, En 92, le film le plus sanglant. probablement. que La j'ai scène vu avec de la ma vie. tondeuse, pour ceux qui l'ont vu, c'est assez pas- magique. C'est pas le gazon qui vont tondre, Non, c'est non, non, autre on chose. tombe des hommes. Tu sais, et aussi dans cette lignée-là, tu sais, c'est pas le seul qui a passé de l'horreur à des films pour jeunes. Sam Raimi qui a fait les 3 premiers Spider-Man, qui a aidé à partir la mode des super-héros au cinéma. Ben, ça, c'était lui, commencé avant Spider-Man. On s'entend c'est- que Batman c'est, l'avait fait en 89, 80. avec Tim Burton. là, Ouais, mais la c'est quand mode. même- Ouais, mais ça a pris du temps. je veux Ça a pris dire. du temps depuis, Ça a je te commencé en l'an 2000 avec X-Men. Ça s'est confirmé 2 ans après avec Spider-Man de Sam Raimi. Ouais. Et Sam Raimi est un réalisateur d'horreur à la base aussi. Il a commencé avec la trilogie de Evil Dead, entre autres. Oui, qui était Donc, tu sais, excellent à l'époque. c'est ça, tu sais, c'est un gars de film d'horreur. Donc, Eli Roth, que lui aussi, fait des trucs assez hardcore dans l'horreur, passe à des trucs familiales comme ça. Quand même, mais c'est troublant. Est-ce que, d'après toi, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est juste une liane que, en tant que producteur de film, ouais, je veux sortir de l'horreur, on m'offre une perche, tout aussi bien de la prendre, ça se peut que ça passe pas. Est-ce que tu penses que c'est un genre de truc comme ça? Non, ceux qui sont dans l'horreur, c'est des gens qui aiment ça et qui veulent pas nécessairement... Tu sais, quand tu veux pas faire nécessairement des trucs... sortir. Tu veux faire des trucs commerciaux à la base, tu te focuses là-dessus, tu te sens pas dans des trucs très spécifiques, l'horreur, puis après ça, tu changes. Non, mais des tu sais. fois, élargir la carrière, tu sais, donner un nouvel horizon. Mais tu sais, Eli Roth, je pense que c'est peut-être une question de maturité aussi. Bon, avec le temps, il s'est fait offrir ça un peu à la dernière minute, au mois de juin de l'année passée. Le tournage a commencé quelques temps après, c'est terminé au mois d'octobre, un petit budget de 40 millions pour ce film-là. Ça a été quand même assez rapide. Très Et pour rapide. Eli Roth, ça, c'est un challenge passé de l'horreur à quelque chose pour toute la famille. Parce qu'il faut que tu rendes ça. Parce que les jeunes veulent avoir peur aussi. Ils veulent On veut avoir peur. le frisson, on veut avoir C'est le ça. thrill d'aller voir un film d'horreur. Ça, c'est la base, ça, mais- on s'entend? Mais c'est un challenge. Le jeune veut aller voir ce film-là pour avoir une certaine Une peur. sensation, ouais. En même temps, il y a des choses qu'on peut pas faire pour des films pour tout le monde, qu'on peut commencer à faire avec des 13 ans et plus. Parce que bon, les trucs 16 comme ans et on plus. voyait dans Brain Dead à l'époque, c'est impensable. C'est ça. Donc, comment s'arranger pour que les jeunes aient quand même une petite peur, mais que ce soit pour tout le monde?
ça, c'est un challenge. Ouais. Tu sais, faire de l'horreur, tu mets du sang, tu mets du gore. Bon, je comprends que c'est Non, plus c'est compliqué plus que ça. Là. Mais tu sais, essayer de faire peur à des jeunes, c'est quand même assez différent. Oui. Et- Puis les tourmentes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en 73, 74, quand les livres ont été sortis. Est-ce qu'ils ont réadapté l'histoire, d'après toi, pour arriver en 2018-2019? C'est sûr que ça a été, c'est ça, il y a certaines choses qui ont été un petit peu adaptées pour faire un petit peu comme, tu sais, là, il y a certaines choses qui ont été enlevées, comme dans n'importe quel roman. Oui, il faut Et- réagencer les trucs. Réajuster certaines choses, parce qu'un film basé sur un roman, c'est jamais pareil comme le roman. Il y a beaucoup de coupures dans les histoires. Et si on revient à Eli Roth, lui, c'est Spielberg qui a été extrêmement satisfait de son travail parce que ce film-là, c'est la compagnie de production Amblin qui a Amblin produit... Entertainment, ouais. Exactement, qui a produit les trucs nostalgiques des années 80. E.T., Roger Rabbit, Le Retour vers le futur, Petit pied de dinosaure. Écoute, j'en oublie. Et on là. oublie tellement. C'est ça. Le but avec Amblin, c'est de faire un reboot de cette maison de production-là pour revenir un petit peu au côté années 80 qu'ils étaient avant, tu sais, avec des trucs pour plus toute la famille. Parce que à partir d'un certain temps, ils ont commencé à changer. Ouais. En 90, ils ont sorti le film Arachnophobie. Un bon film. C'était très mais quand bien, même, ça. Un film d'horreur. Tu sais, Ouais. La liste de Schindler, qui est pas un chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre, mais pas nécessairement pour les enfants. Là. Pas, non. Il faut sauver le soldat Ryan aussi en 98. Donc, le but avec Amblin, c'est de revenir un petit peu aux sources. Ce qu'ils étaient au début des années 80 avec des films, autant horreur, science-fiction un peu avec Pour les jeunes, mais là. pour la famille, avec les E.T. comme tu le mentionnais. C'est pas eux qui avaient fait les Goonies aussi? Exactement, les Donc, Goonies, les c'est ça. classiques. Ben écoute, la pendule d'Halloween 2018 sur nos écrans cette semaine. Et la semaine prochaine, tu me parles de quoi? Je me rappelle plus. Ça- Parfait. Alors, la semaine prochaine avec Vincent Nicolas Poirier. Alors, ben merci. Vous êtes prêts? Je déteste les citrouilles! Vous avez vu ça? Mes salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme remarquable. Elle est unique et elle est très dynamique. Diane Cloutier, c'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour, M. Lapierre. Diane, vous avez été élevée sur une ferme. D'abord, il fallait travailler dur, puis en famille. Non, c'était pas facile. Ah, j'ai aimé ça. Ça se faisait comme ça dans le temps. Nous étions une grande famille, et puis on vivait à la campagne, et puis Tout le monde devait coopérer. C'est ça. Tout le monde mettait la main à la pâte. Vous aimez ça aider, vous aimez ça rendre service. Oui, oui. Et ça vous a emmené à faire un travail remarquable. Vous avez fait un cours d'infirmière un peu plus tard. Oui, c'est ça. Je suis devenue infirmière et... Infirmière. À quel endroit vous avez suivi ce cours-là? J'ai suivi mon cours d'abord au cégep de Saint-Jérôme et puis ensuite à Saint-Laurent, Ville-Saint-Laurent. Puis après ça, j'ai commencé à travailler là, à Montréal. Ça vous a passionné, ce travail-là? Beaucoup. Ça m'a amené... c'est un travail qui m'a amené à travailler partout dans le monde, dans tous les domaines. Partout dans le monde? Ben, expliquez-moi ça. À quelques endroits. Oui, mais partout dans le monde. Je sais que vous avez d'abord travaillé au Québec, c'est certain. Oui. Et puis, je pense que vous avez eu des aventures d'infirmière, naturellement. À quel endroit? Après 2 ans, travailler à Montréal, à l'hôpital Saint-Luc, dans quelques domaines, je suis allée travailler après ça dans le Grand Nord. J'ai commencé à Coudjouac. À l'époque, ça s'appelait Fort-Chimau. Et mon poste, c'était infirmière d'évacuation, infirmière évacuatrice. Oh. Alors, je faisais tous les médivacs, les transports médicaux de la côte de l'Ongava. Et à l'époque... j'étais aussi hygiéniste. À l'époque, il n'y avait pas de CLSC, alors je travaillais comme infirmière hygiéniste. Là. Je m'occupais des bébés, la santé scolaire, santé maternelle. Mais ça devait être plein d'aventures dans le Grand Nord pour une infirmière habituée du Québec. Oui, travailler dans le Grand Nord. Oui, j'ai aimé beaucoup ma rencontre avec les Inuits, les Cris. Après ça, j'ai continué. Dans ma carrière, j'ai travaillé à peu près 18 ans dans le Grand Nord. 18 ans dans le Grand Nord? Oui, dans le Nunavik. Je suis pas allée dans la
Basse-Côte-Nord. J'ai été plutôt dans la baie de James, la baie du Thon, la baie d'Ongava. Vous avez aussi appris à leur parler leur dialecte, je suppose? Oui, on connaissait quelques mots, puis on comprenait parfois quand ils nous parlaient, mais on avait toujours des interprètes. Mais c'est sûr, quand on était de garde, il y avait pas... On essayait de comprendre ce que les gens nous disaient, mais la plupart du temps... Mais comme infirmière, ce n'est pas suffisant pour vous. Vous avez eu une carrière internationale. Je pense que vous avez été travailler aussi à l'extérieur du pays, quand même. Oui, à un moment donné, j'ai travaillé en Roumanie. En Roumanie? Pendant 2 ans, oui. Bon, regardons ça. Oui, je suis allée travailler comme infirmière aussi. Ça s'appelait coordonnatrice de santé pour un projet, c'était un consortium canado-italien. Ah bon? Ils construisaient des centrales nucléaires à Tchernavoda. Toutes des expériences, oui. Des expériences... Oui, j'avais une clientèle qui était vraiment intéressante. Il y avait des Argentins, des Italiens, des Canadiens qui parlaient anglais, français. À l'extérieur du pays, vous avez fait quoi aussi? Est-ce que vous avez travaillé aussi pour d'autres, dans d'autres milieux comme infirmière? Non. Je suis allée faire un petit contrat en Chine. En Chine? Mais, en Chine, tant que on dit ça oui, comme ça en oui. passant. Dans le salon, on dit j'étais en Chine comme infirmière. Et puis un petit peu aussi avec la garde côtière. J'ai travaillé pour la garde côtière comme officier de santé. Oui. Et, mais après ça, mon travail dans le Grand Nord me permettait d'avoir un peu de liberté et plus d'argent aussi pour voyager. Alors, j'ai fait des études en Italie, puis en France. Des études en quoi? J'étais très intéressée aussi par la musique, les arts. Alors, je suis allée étudier à Florence, 9 mois. En Florence? Oh, excusez-moi. Oui, c'était vraiment une belle ville où j'étudiais le chant, le piano, l'italien, quelques matières comme ça. Et j'ai passé 1 an aussi à Strasbourg, en musicologie. Bon, des expériences, mais c'est toute une vie, ça? Bien, c'est intéressant. C'est des choses qui m'intéressent. Après ça, j'ai terminé mon bac en histoire de l'art parce que en plus de ça, en plus d'être infirmière, vous avez terminé un bac en histoire de l'art. Oui, par culture personnelle. J'ai toujours regretté de ne pas avoir fait mes études en classique. Alors, je trouvais que c'était... je trouve que l'histoire de l'art, c'est un peu l'histoire de la vie. On apprend la géographie, l'histoire en général, l'histoire des gens, rencontrer les gens. Et je trouve que c'est un beau... Et puis, vous êtes impliqué aussi dans beaucoup d'activités. Par exemple, je sais que vous êtes amateur de vin quand même. Vous connaissez le vin, surtout le Beaujolais, hein? Je connais un peu le vin, mais je pense que vous êtes aussi compagnon du Beaujolais. Oui. Moi, je suis maître compagnon du Beaujolais pour le devoir de la Ville de Québec. Et j'aime beaucoup cette région, les vins de cette région. J'aime tous les vins, là, mais... j'affectionne les vins du Beaujolais et surtout les gens du Beaujolais. Je trouve que c'est très cordial là-bas et puis c'est une belle région. Les amis, nous avons fait ensemble des bonnes dégustations de bons Beaujolais. C'était plaisant. Oui, hein? C'était formidable. Vous faites partie aussi d'un chœur de chant aussi. Vous chantez encore? Oui. Apparemment, vous avez une voix d'or. Oh non. Non, mais une voix. Non, j'ai une voix de soprano, là. Une voix de soprano. Mais ça fait longtemps que je chante. J'ai commencé à chanter avec mon père. Mon père était maître de chapelle dans ma petite paroisse. Et puis après ça, j'ai toujours aimé chanter. Alors, j'ai toujours fait partie de chœur. Maintenant, je fais partie du CPNM, qui est le chœur philharmonique du Nouveau Monde. Ça réunit 4 chœurs. Le chœur de Sainte-Thérèse, le chœur du Mont-Tremblant, le chœur de Tremblant, d'Ottawa et à Montréal aussi, Vincent d'Indy. Formidable. Et vous voyagez? Oui, un peu. Vous voyagez un peu, hein? Vous avez pas mal de pays quand même de Quelques pays, fêtes, oui. Ouais. Alors, quel est le pays qui vous a le plus impressionné? Je dirais que j'aime beaucoup l'Italie, j'y retourne souvent, mais où j'ai été le plus impressionnée, je dirais que c'est l'Inde. L'Inde? Où j'ai passé presque 3 mois. J'ai trouvé que c'était un pays vraiment riche en une culture vraiment variée. Les gens étaient vraiment exceptionnels. J'admirais beaucoup ce courage, le courage des gens, là, et la nourriture, les paysages. C'est vraiment exceptionnel. Vos prochains projets? Prochain projet. De voyage? Oh, ben, peut-être. De voyage, hein? Bien, j'aimerais aller en Afrique du Sud, probablement le printemps prochain.
Et puis, je vais dans l'Ouest américain à l'automne. Diane Cloutier, vous êtes un exemple de dynamisme. J'espère que les femmes, les dames ici, lavalloises, vont faire comme vous, vont être audacieuses, vont oser, vont avoir du plaisir à vivre comme vous le faites. Je pense que ce qui est important, c'est de pas... j'ai pas toujours été avec quelqu'un, de pas s'arrêter parce qu'on est seul. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, de femmes qui s'arrêtent parce que... ou d'hommes ou de femmes, qui s'arrêtent, qui font rien parce qu'ils sont seuls. Alors moi, je me suis toujours permis de voyager seule, de faire des choses seules. Je joue au golf toute seule. Formidable. C'est sûr que jouer au tennis, on ne peut pas jouer tout seul, là, mais c'est toujours facile de se trouver un partenaire, mais je trouve qu'il faut profiter de la vie. Elle est tellement belle. Et mon métier d'infirmière a été tellement merveilleux, oui. C'est un beau métier. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, M. Lapierre, de m'avoir invité. Merci. Ce matin, on a le bonheur de recevoir une écrivaine, Rose Joly-Robillard. Bonjour, Mme Robillard. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, très bien. Bienvenue à Info TV Laval. Ça me fait plaisir. Donc, vous êtes écrivaine. Vous avez plusieurs écritures en arrière de la cravate, comme on pourrait dire. Mais votre premier roman édité est finalement là, à Montréal. Vous avez d'autres éditions ailleurs dans le monde. Donc, premièrement, ça s'appelle Meurtre à l'école Sainte-Marie. C'est aux éditions de l'Apothéose. Oui. C'est sorti cet été. Donc, grosso modo, l'histoire, c'est une école chic située dans un quartier chic de Montréal. Oui. Il y a un meurtre. Il y a un des membres du personnel qui se fait assassiner. C'est une des directrices qui est assassinée. Oui. Cette personne-là n'avait pas une conduite exemplaire. Oh, elle avait des trucs à cacher, là. Peut-être la boîte de Pandore. Oh, la boîte de Pandore, ça sonne gros, là. Donc, l'histoire, ça se déroule dans une école fictive qui n'existe pas dans la vraie vie. Non, c'est fictif. Tout est fictif. Tout est fictif, mais ça se passe dans un Montréal réinventé à votre façon. Oui, c'est ça. Donc, racontez-nous un petit peu comment est venue l'histoire de ce livre. Parce que là, en partant, quelqu'un qui se fait assassiner dans une école, un membre de l'école, là, l'histoire, il y a beaucoup de développement pour un... Il y a beaucoup de personnages dans l'histoire. Il y a beaucoup de personnages, oui, parce que cette personne-là n'avait pas une conduite exemplaire. Alors, elle harcelait tout le monde, sauf presque tout le monde n'aimait pas, la détestait. Okay. Alors, tout le personnel devient suspect. Suspect. Oh. Moi, je vous fais entrer dans la tête de la personne qui est assassinée. Oh, les derniers moments? Non, je vous fais entrer dans sa tête. D'accord. Pour tenter de trouver l'élément déclencheur qui a amené l'assassin à commettre son meurtre. Donc, c'est complexe, là. C'est complexe, c'est là la boîte de Pandore. C'est pour ça que j'ai mis une boîte de Pandore. La boîte de Pandore, qui signifie quand on ouvre ça, on a des surprises qu'on ne veut pas nécessairement avoir, des fois. Exactement. Mais il y a quand même, au bout, il y a quand même l'espérance. Fait que un petit peu d'espoir à la fin. Ah oui, c'est pas une histoire dure, là. Et puis, donc, cette histoire... Elle a germé dans votre tête à partir d'un moment où vous êtes réveillé d'un cauchemar. C'est ce que vous me racontiez un petit peu plus tôt. Bien, dans le cauchemar, c'était justement une directrice d'école qui était assassinée. Son fils était là. Et j'avais quand même la personne, je savais la personne qui avait assassiné. Quand on fait un cauchemar, pour le sortir de sa tête, il faut l'écrire. Oui. Alors, je l'écris en 4 lignes. 4 lignes? 4 lignes. Mais à un moment donné, j'ai suivi un cours de création littéraire. Oui. Et puis on demandait d'écrire un début d'histoire policière. Non, mais j'ai dit, j'en ai un début. Alors je l'ai écrit, juste le premier paragraphe, là, le premier... premier brouillon, premier jet. Et puis j'ai eu un beau 100% là-dessus. Oh, wow! Je me suis dit, mon Dieu Seigneur, je vais continuer. Ben oui. Pour qu'il me sorte de la tête. Oui. Et finalement, il a abouti à Meurtre à l'école Sainte-Marie. J'avais le titre au complet en partant. En partant, vous l'aviez déjà. Oui. Puis ça fait combien de temps vous êtes éveillé ce cauchemar pour finalement accoucher du livre? Ça fait 20 ans. Wow!
OK, puis ça vous a toujours trotté un petit peu dans la tête? Ça m'a toujours trotté dans la tête, puis j'ai dit, faut qu'il accouche. OK. Puis le sentiment, quand vous... Parce qu'on s'entend, quand on se réveille d'un cauchemar, pour que ça nous marque comme ça, c'est plus l'émotion. Quelle émotion vous aviez au départ quand vous êtes réveillé puis vous aviez cette idée-là en tête? C'est ça, j'étais mal parce que c'est vrai que ça allait mal à l'école. Je travaillais à l'école, puis ça allait mal, mais pas à ce point-là. Là. Non. Mais, tu sais, on avait quand même des discussions, puis j'étais pas bien. C'est pour ça que je voulais vraiment le sortir de ma tête. En pensant de l'écrire, je pensais que ça me sortirait, mais non. Il s'est accroché. Il est accroché. Et puis, même dans le rêve, l'enfant mourait. Oh. La mère était assassinée, c'est la mère, et son fils. Je dis non, moi, je ne peux pas mourir un enfant, c'est pas vrai. Non. Non. Là, il y a une décision artistique qui s'est faite de corriger l'histoire. Bien, de ramener ça. Il est blessé, oui, là, mais... j'arrête là. Assez gravement, mais lui, il va jouer un rôle principal. Il va jouer un bon rôle dans l'histoire. Puis le nom de ce personnage, c'est quoi? C'est le petit Olivier Delisle. Olivier Delisle. Oui. Et puis, Olivier Delisle, est-ce qu'il est inspiré d'un petit garçon que vous connaissez dans la vraie vie ou c'est un amalgame de plusieurs enfants que vous avez dit, hey, il me semble que ça serait un portrait type? Tout à coup, là, je suis arrivée avec un nom, Olivier Delisle. Bien, Olivier, parce que j'aimais ce nom-là. Puis sa mère s'appelait Delisle, fait que c'est Olivier Ça va de Delisle. soi. Ben oui. C'est ça. Et puis, ce petit garçon, il est clé dans l'histoire. Mais il est clé parce que il n'a rien vu, mais il a vu un ombrage. Là, c'est le seul témoin. La personne qui a assassiné a nettoyé tout. Il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a rien. Oh, donc ça se Alors, complique. ça devient la seul complicité témoin. entre lui, le petit garçon, et le policier. Oh. Aidé d'une policière. Alors, mon policier, c'est un grand et gros, puis les deux pieds à terre. Mais sa coéquipière le ramène sur terre. Un petit peu plus délicate. Plus délicate, mais elle lui fait comprendre que même s'il y a un indice qui lui est donné, fais attention avec l'indice. Oui. Parce que c'est pas, lui, il l'applique, ben c'est ça, puis c'est... bon, mais Le attention. policier à la dure, là. Mais puis- elle n'est pas dure, elle, là. Elle le Non, ramène... Oh, l'autre. non, elle est vraiment féminine, là, tu sais, puis... Très gentil. Ah, c'est un très beau couple. Les gens ont beaucoup aimé ce couple-là. Ben, écoutez... Mais ils ne sont pas en couple, là, mais... Non, mais c'est duo. C'est une petite intrigue qui va se... Une petite intrigue. qui va se tracer. Ben, écoutez, madame, l'intrigue, premièrement, ben, le titre est intriguant. Le livre et l'histoire que vous me racontez sont drôlement intrigants. Je vous demanderais bien de me raconter la fin, mais ça serait que pas de vendre beaucoup de copies là, si on faisait ça. Non, je m'abstiendrai. On s'abstient un petit peu. Mais, donc, premier livre que vous avez fait, d'une nouvelle parution. Vous avez fait d'autres livres dans le passé, vous avez fait des collaborations, vous avez fait des éditions françaises. À l'extérieur, oui. À l'extérieur du Québec. Mais là, c'est le premier pied en tant qu'écrivaine au Québec. Oui. Donc, Rose Jolie Robillard, Oui. un gros merci. Et puis, est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou un endroit où les gens peuvent vous suivre pour vos futures parutions? L'éditeur m'a dit qu'il était en librairie. Oui, tous les bons libraires ont ça. Je ne sais pas lesquels, parce que j'ai laissé ça à sa discrétion. Moi, je les ai dit, c'est les bons libraires. Alors, j'ai quand même des salons du livre en perspective. Parfait. Fait que, mais c'est ça, je laisse aller mon petit bébé. Génial. Ben écoutez, votre petit bébé s'appelle Meurtre à l'école Sainte-Marie. C'est aux éditions de l'Apothéose, écrit par Rose Jolie Robillard. Merci beaucoup, Madame Robillard. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Dans quelques instants, n'oubliez pas Bingo TV Laval avec plus de 3 500 $ en prix, dont 2 500 $ la carte pleine. TV Laval, c'est Bingo! Yes! Et on se revoit la semaine prochaine, 8h30. Bonne semaine, les amis.